L'arôme du café chaud s'échappait chaque fois que quelqu'un entrait ou sortait de l'élégant café de Flore. Léa serra la main de Chloé, sa sœur jumelle, tandis qu'elles observaient les gens pressés qui défilaient sur le trottoir. Leurs petits estomacs gargouillaient à l'odeur des croissants fraîchement cuits. « Regarde, Léa, cet homme a laissé tomber quelque chose », murmura discrètement Chloé, désignant un objet noir qui avait glissé de la poche d'un homme grand en costume sombre. La carte noire tournoyait dans les airs comme une feuille d'automne avant d'atterrir silencieusement sur le trottoir. L'homme, absorbé par son appel téléphonique, continua de marcher à grandes enjambées, gesticulant de sa main libre, tout en discutant de chiffres et de rapports. Léa lâcha la main de sa sœur et fit un pas vers la carte, mais s'arrêta en voyant d'autres personnes passer juste au-dessus, ignorant son existence, tout comme ils ignoraient habituellement les deux fillettes de 5 ans assises sur le trottoir. Chloé, toujours la plus déterminée des deux, profita d'une ouverture entre les passants et courut pour attraper l'objet. Sa petite main sale s'empara de la carte de crédit avant qu'une autre chaussure brillante ne puisse l'écraser. « Je l'ai !» s'exclama-t-elle en revenant aux côtés de sa sœur. Toutes deux se penchèrent, leurs têtes se touchant, leurs boucles brunes identiques se mélangeant tandis qu'elles examinaient leur découverte. La carte ne ressemblait à rien de ce qu'elles avaient jamais vu dans les portefeuilles des clients du café. Elle était plus lourde, entièrement noire, avec des lettres dorées qui brillaient sous la lumière du matin. Antoine de Valois lut lentement Léa, son petit doigt traçant les lettres en relief. « Il est déjà parti », nota Chloé, se hissant sur la pointe des pieds pour essayer de repérer l'homme dans la foule, mais il avait disparu, avalé par la mer de gens pressés. Un vent froid souffla, faisant se blottir les filles dans leurs manteaux fins et usés. Léa toussa, un son qui fit froncer les sourcils de Chloé d'inquiétude. Ses yeux dérivèrent vers la pharmacie de l'autre côté de la rue, ou plutôt, elles avaient vu leur mère supplier le pharmacien pour une réduction sur des médicaments. « Chloé » commença Léa avec hésitation. « Et si… » »« Non » la coupa Chloé, sachant exactement ce que sa sœur pensait. « Maman dit toujours que nous devons faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Elles regardèrent à nouveau la carte. C'était tentant. Elles pourraient acheter les médicaments dont leur mère avait besoin. Elles pourraient acheter de la nourriture chaude, de nouveaux manteaux, peut-être même des jouets. Un instant, elles rêvèrent de tout ce que ce petit rectangle de plastique pouvait représenter. Léa ferma les yeux, se rappelant les mots de sa mère la nuit précédente, alors qu'elle les serrait toutes les deux pour dormir sur le petit matelas qu'elle partageait à l'Armée du Salut. « Mes petites, quoi qu'il arrive, gardez toujours votre cœur pur. C'est la seule chose que personne ne pourra jamais vous enlever. Nous attendrons ici demain, décida Chloé, glissant la carte dans la poche rapiécée de son manteau. Il doit revenir pour son café. Léa hocha la tête, un petit sourire apparaissant sur son visage pâle. De l'autre côté de la rue, la dame du kiosque à fleurs, qui leur gardait toujours quelques fleurs fanées, leur fit un signe discret. Les filles lui répondirent, sentant le poids de la carte comme si elle était beaucoup plus lourde que quelques grammes de plastique. Le soleil du matin commençait à réchauffer le trottoir alors que les jumelles se rasseyaient à leur place habituelle. Chloé tenait la main de Léa, et les deux regardèrent la porte du café, mémorisant le visage de chaque personne qui entrait et sortait, espérant reconnaître l'homme au costume sombre. Dans leur esprit, elles répétaient comment se déroulerait la conversation quand elles le trouveraient. Elles imaginaient sa surprise de voir deux petites filles sans abri lui rendre quelque chose de si précieux. Peut-être qu'il sourirait, peut-être même qu'il leur offrirait un chocolat chaud en guise de remerciement. Mais même s'il n'offrait rien du tout, elle savait qu'elle faisait ce qui était juste. La carte noire reposait dans la poche de Chloé, lourde de possibilités, mais plus légère que le poids sur leur conscience, celle que leur mère leur avait inculquée malgré toutes leurs difficultés. La porte du café s'ouvrit à nouveau, libérant un autre arôme, tentant de café et de pain fraîchement cuit. Les jumelles se serrèrent la main, leurs estomacs vides, protestant. Demain serait un autre jour, et elles seraient toujours là, à attendre,
parce que c'est ce que font les gens honnêtes. Et elles étaient honnêtes, malgré tout. Le soleil ne s'était pas encore levé quand Léa et Chloé arrivèrent au café. La lueur jaunâtre des lampadaires illuminait la rue déserte, projetant de longues ombres des deux petites silhouettes blotties contre le mur. La carte noire semblait lourde dans la poche rapiécée du manteau de Chloé, un rappel constant de sa présence. « Asseyons-nous ici », chuchota Chloé, tirant sa sœur vers leur place habituelle, près de l'entrée. « Comme ça, nous pourrons voir tout le monde arriver. » Léa hocha la tête, ajustant le mince foulard qu'elle partageait. Ses petits doigts étaient rouges de froid et elle soufflait dessus pour essayer de les réchauffer. L'arôme des premiers pains de la journée commença à s'infiltrer par les fentes de la porte, faisant à nouveau grogner leurs estomacs vides. La première employée arriva à 5h30, une dame en tablier blanc qui faisait toujours semblant de ne pas les voir. Aujourd'hui, cependant, elle s'arrêta un instant, observant les filles avec curiosité. Il n'était pas habituel qu'elles soient là si tôt. « Vous devriez être au refuge, vous deux, » dit-elle, sa voix un mélange d'inquiétude et de désapprobation. « Nous attendons quelqu'un, » répondit Chloé avec le sérieux d'une adulte miniature. L'employé secoua la tête et entra, laissant une faible trace de parfum de lavande dans l'air froid du matin. Les heures s'éternisèrent. Le ciel commença à s'éclaircir, d'abord dans des tons de gris, puis d'un bleu pâle qui annonçait un autre jour d'hiver. Léa toussa, un son qui fit que Chloé resserra sa prise sur sa main. « Maman toussait comme ça la nuit dernière, » dit doucement Léa, ses grands yeux pleins d'inquiétude. Chloé se mordit la lèvre, se souvenant de la nuit précédente à l'armée du salut. Elles avaient fait semblant de dormir en écoutant la conversation à voix basse entre leur mère et l'assistante sociale. La fièvre n'était pas tombée depuis des jours, et la toux s'aggravait. « C'est juste une mauvaise grippe », avait insisté leur mère, mais la peur dans sa voix était claire. Les médicaments prescrits par le médecin coûtaient plus que ce qu'elle gagnait en un mois à nettoyer des maisons. La circulation commença à s'intensifier vers 7h. Des cadres avec des mallettes en cuir coûteuses, des dames avec des chiens de race, des étudiants portant de lourds sacs à dos. Chaque fois que la porte s'ouvrait, les jumelles se redressaient, le cœur battant d'anticipation. « C'est lui ?» chuchotait Léa à chaque homme en costume sombre qui s'approchait. Mais ce n'était jamais lui. L'un était trop petit, un autre trop jeune, un autre avait trop de cheveux gris. La dame du kiosque à fleurs arriva avec son chariot à 8h, s'installant à sa place habituelle. Sans un mot, comme elle le faisait tous les jours, elle laissa discrètement tomber 2 brioches sucrées à côté des filles. Cet acte de gentillesse silencieux fit monter les larmes aux yeux de Léa. « Merci » chuchotèrent-elles à l'unisson, partageant les brioches en parts parfaitement égales, comme seules des jumelles peuvent le faire. La matinée s'écoula, et avec elle, leur anxiété. Et s'il ne venait pas? Et s'il décidait de prendre son café ailleurs? La carte semblait brûler dans la poche de Chloé, devenant plus lourde de possibilités non réalisées. Une femme sortit du café, portant un plateau de chocolat chaud et de croissants. L'arôme sucré fit grogner audiblement l'estomac de Léa. Chloé toucha instinctivement la carte dans sa poche. Ce serait si facile. Juste entrer et... Non, se dit-elle si doucement que Léa ne l'entendit pas. Leur mère disait toujours que le caractère d'une personne se révèle dans les petites décisions, pas les grandes. Et bien que cela puisse sembler petit pour le monde, c'était une décision énorme pour elle. Le soleil était déjà haut quand elles entendirent une toux familière. Leur mère, Sophie Dubois, apparut au coin de la rue, plus pâle que d'habitude, son uniforme de nettoyage impeccable malgré son usure. Elle avait réussi à obtenir un congé, un événement rare, mais elle n'avait pas eu le choix aujourd'hui. « Mes petites filles » sourit-elle faiblement, s'asseyant entre elles. Son visage était chaud de fièvre et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle caressait les cheveux de ses filles. « Tu as besoin de te reposer » dit fermement Chloé, sa petite voix lourde d'une préoccupation d'adulte. « Juste une minute » répondit sa mère en fermant les yeux. « J'ai juste besoin de reprendre mon souffle. » Léa et Chloé échangèrent un regard par-dessus la tête de leur mère. La carte dans la poche de Chloé semblait plus lourde que jamais.
Avec elle pourrait acheter les médicaments, louer une chambre chaude. Elle pourrait... Mais alors leur mère commença à fredonner doucement, comme elle le faisait chaque soir avant de dormir, même épuisée par le travail. C'était une chanson sur l'honnêteté et le courage, sur le fait de faire ce qui est juste quand personne ne regarde. La douce mélodie fit que Chloé serra la carte plus fort, non par tentation, mais par détermination. La porte du café s'ouvrit une fois de plus, libérant l'odeur du café frais et des conversations animées. Un groupe de cadres sortit en riant et en consultant leurs montres coûteuses. Aucun d'eux n'était l'homme qu'elle cherchait. « Il reviendra », chuchota Chloé à Léa alors que leur mère somnolait légèrement. Les gens importants retournent toujours aux mêmes endroits. Léa hocha la tête, ajustant le foulard autour du cou de sa mère. Le soleil du matin réchauffait maintenant le trottoir, créant de petits cercles de lumière à travers les feuilles des arbres. Les jumelles reprirent leur vigile silencieuse, observant chaque visage, chaque costume, chaque mallette qui passait. La carte noire restait cachée, non plus une tentation, mais un test. Un test que deux petites filles dans la rue étaient déterminées à réussir. Pas pour une récompense ou une reconnaissance, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Parce que leur mère, même malade, même fatiguée, même avec toutes ses difficultés, leur avait appris que l'honnêteté n'a pas de prix. La matinée s'écoula, apportant non seulement l'anxiété de trouver le propriétaire de la carte, mais aussi l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, faire ce qui est juste apporterait l'aide dont leur mère avait si désespérément besoin. Les jumelles ne le savaient pas encore, mais ce poids était sur le point de changer leur vie pour toujours. La troisième matinée commença différemment. Le ciel était plus clair, l'air moins froid, et il y avait quelque chose dans le vent qui faisait battre le cœur des jumelles plus vite. Chloé serrait la carte dans sa poche comme un talisman, tandis que Léa gardait les yeux fixés sur le coin près du café. « Il vient aujourd'hui », chuchota Chloé, plus à elle-même qu'à sa sœur. Léa se contenta de hocher la tête, son petit visage marqué par 2 nuits de mauvais sommeil, alarmé du salut. La routine matinale se déroula comme une danse familière. L'arrivée des employés, l'odeur du pain frais, les premiers clients endormis. La dame du kiosque à fleurs leur avait déjà laissé une tasse de café au lait chaud, un petit luxe qu'elle offrait les jours les plus froids. Il était presque 8 heures quand une voiture noire et brillante s'arrêta devant le café. Le chauffeur sortit rapidement pour ouvrir la portière arrière et en sortit une silhouette grande et imposante. L'homme au costume sombre. Oh. Le cœur des jumelles se mit à battre à l'unisson. Chloé serra la main de Léa qui était déjà debout, les jambes tremblantes. Avant qu'elle ne puisse s'approcher, cependant, une femme en tailleur gris à l'expression sévère sortit de la même voiture. « Monsieur de Valois, votre réunion est dans 40 minutes, dit-elle en consultant une tablette. Ensuite, nous avons le déjeuner avec les investisseurs et... Isabelle, s'il vous plaît ?» Antoine de Valois leva la main avec une fermeté polie. « Pas avant mon café. » C'est à ce moment que Léa rassembla tout son courage. Faisant un pas en avant, elle tira doucement sur le manteau de l'homme. « Excusez-moi, monsieur. » Isabelle intervint immédiatement, le visage contracté par la désapprobation. « Pas d'enfants des rues, s'il vous plaît. Monsieur de Valois, entrons. » Mais Chloé s'était déjà avancée, sortant la carte de sa poche. L'objet noir scintilla à la lumière du matin, attirant instantanément l'attention d'Antoine. Son visage, jusqu'alors préoccupé par les réunions et les affaires, passa à une expression de surprise. « Ma carte ?» murmura-t-il en tapotant instinctivement la poche intérieure de son costume. « Vous l'avez laissé tomber » expliqua Léa, sa petite voix claire. « Il y a 2 jours. » Antoine de Valois regarda les filles comme s'il les voyait pour la première fois. Son regard parcourut leurs vêtements usés, leurs visages minces mais propres, leurs cheveux soigneusement peignés malgré leur situation. « Isabelle, annulez ma première réunion » décida-t-il brusquement. « Mais monsieur, les actionnaires ?»« Ils peuvent attendre » dit-il d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Se tournant vers les jumelles, ses traits s'adoucirent. « Aimeriez-vous prendre un café avec moi ?»
Les filles échangèrent un regard rapide, des années de communication silencieuse leur permettant de tenir une conversation entière en quelques secondes. Chloé s'avança, tenant toujours la carte. « Nous ne pouvons pas entrer dans le café, monsieur », expliqua-t-elle avec dignité. « Ils ne le permettent pas. » Antoine fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à l'établissement élégant, puis aux deux petites silhouettes devant lui. Quelque chose dans son expression changea, une lueur de compréhension et peut-être de honte traversant son visage. « Isabelle, s'il vous plaît, demandez-leur d'installer une table dehors, » ordonna-t-il en désignant une table voisine près de la fenêtre. L'assistante hésita un instant, mais l'expression de son patron ne laissait aucune place au débat. Quelques minutes plus tard, les jumelles se retrouvèrent assises sur de vraies chaises, une tasse de chocolat chaud et une assiette de croissants devant elles. Antoine de Valois les observait avec curiosité, la carte noire maintenant en sécurité dans ses mains. « Vous auriez pu utiliser la carte ?» fit-il remarquer nonchalamment, étudiant leur réaction. Chloé se redressa, le menton levé avec fierté. « Notre maman dit toujours que l'honnêteté n'a pas de prix. »« Même quand le prix est élevé ?» demanda doucement Antoine, notant comment Léa soufflait soigneusement sur le chocolat chaud, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Surtout quand il est élevé, » répondit Chloé, avec une sagesse que seule une enfant peut posséder. Antoine s'adossa à sa chaise, pensif. Isabelle se tenait à quelques pas, sa tablette oubliée dans ses mains, alors qu'elle regardait la scène inhabituelle. « Vous méritez une récompense, » déclara-t-il enfin. « Que voudriez-vous » Les jumelles échangèrent un autre regard, toute une conversation se déroulant entre elles en silence. Ce fut Léa qui parla, sa voix tremblante. « Des médicaments. » Antoine cligna des yeux, surpris. « Pour notre maman, » expliqua Chloé, ses petites mains serrant la tasse de chocolat chaud. « Elle est très malade. » Quelque chose dans la simplicité de leur demande, dans l'absence totale de cupidité ou d'arrière-pensée, toucha profondément Antoine. Il regarda Isabelle, qui, pour la première fois depuis son arrivée, avait perdu son expression sévère. « Où est votre mère maintenant » demanda-t-il gentiment. « Au travail » répondit Léa. « Elle nettoie des maisons, mais elle est trop faible aujourd'hui. » Antoine sortit une carte de visite de sa poche, pas la noire, mais une simple carte blanche avec son nom et son numéro de téléphone. « Isabelle, appelez le docteur Lemaire. Dites-lui que j'ai besoin d'une visite à domicile aujourd'hui. » L'assistante hocha la tête, s'éloignant pour passer l'appel. Antoine reporta son attention sur les filles, qui se partageaient maintenant méticuleusement le dernier croissant. « Vous m'avez rendu quelque chose de très important, » dit-il. « Pas seulement la carte, mais quelque chose d'encore plus précieux, ma foi en l'humanité. » Léa et Chloé écoutaient attentivement, leurs expressions sérieuses contrastant avec les moustaches de chocolat sur leurs visages. « Maintenant, c'est à mon tour de donner en retour, » poursuivit Antoine. « Je vais aider votre maman, et je veux vous aider aussi. Mais d'abord, parlez-moi d'elle. » Les filles se mirent à parler, leurs voix se chevauchant dans leur empressement à tout partager. Antoine écoutait attentivement, prenant des notes sur son téléphone. Le soleil du matin baignait la scène, un homme d'affaires élégant, penché en avant sur sa chaise, complètement absorbé par l'histoire de deux petites filles qui avaient choisi l'honnêteté plutôt que leurs propres besoins. Isabelle revint avec des nouvelles du médecin, mais s'arrêta à quelques pas, ne voulant pas interrompre. Pour la première fois depuis des années, elle voyait son patron pleinement présent dans l'instant, ne consultant pas ses emails ni ne passant d'appels téléphoniques. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une douceur qu'elle n'avait pas vue depuis. « Le docteur Lemaire est disponible tout de suite », annonça-t-elle enfin. Antoine hocha la tête, se levant. « Les filles, allons voir votre maman », déclara-t-il. Léa et Chloé se regardèrent, inquiètes. « Mais elle est au travail », commença Léa. « Pas aujourd'hui », sourit Antoine. « Aujourd'hui, elle recevra les soins dont elle a besoin. » « Et vous ?» Il fit une pause, jetant un coup d'œil à leur tasse vide. « Vous m'avez montré qu'il y a encore de petits miracles dans ce monde. »
Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, Léa tenait la main de Chloé. « Avons-nous fait ce qu'il fallait » chuchota-t-elle. Chloé regarda Antoine, qui parlait à Isabelle de la réorganisation de tout son emploi du temps de la journée. « Oui, » répondit-elle avec confiance, « maman sera fière. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre allait changer non seulement leur propre vie, mais aussi la vie de l'homme qui, grâce à une carte perdue et à 2 petites gardiennes de l'honnêteté, était sur le point de redécouvrir son propre cœur. La voiture noire d'Antoine glissait silencieusement dans les rues de la ville. Léa et Chloé, sur la banquette arrière moelleuse, échangeaient des regards nerveux via le reflet de la vitre. Antoine les observait discrètement dans le rétroviseur, intrigué par le sang-froid de ces petites filles dans un monde si différent du leur. « Où allons-nous » demanda enfin Chloé, sa voix petite mais ferme. « À mon bureau » répondit doucement Antoine, « pour que nous puissions parler davantage de la manière d'aider votre maman. » Isabelle, sur le siège avant, tapait furieusement sur sa tablette, réorganisant l'emploi du temps de la journée. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil aux filles dans le rétroviseur, la curiosité dans les yeux. La voiture s'arrêta devant un imposant bâtiment de verre et d'acier, l'immeuble Valois. Les jumelles se prirent instinctivement la main en sortant. Le hall d'entrée était un autre monde. Marbre poli, plantes élégantes, gens en costume marchant d'un pas rapide. « Monsieur de Valois » le salua l'agent de sécurité, s'arrêtant brusquement en voyant les 2 petites silhouettes aux côtés de l'homme d'affaires. Antoine se contenta de hocher la tête, conduisant les filles vers un ascenseur privé. « 50e étage, s'il vous plaît », ordonna-t-il à l'opérateur de l'ascenseur, qui luttait également pour cacher sa surprise face aux invités inhabituels. Le bureau d'Antoine occupait tout le dernier étage. Des fenêtres du sol au plafond révélaient la ville qui s'étendait en contrebas comme un tapis de bâtiments et de rues. Léa courut à la fenêtre, les yeux écarquillés d'admiration. « Chloé, on peut voir le café de Flore d'ici » s'exclama-t-elle. Antoine sourit, regardant l'émerveillement enfantin briser le sérieux que la vie leur avait imposé. Il les conduisit dans une salle de réunion plus privée où un service à café était installé. « Maintenant, » commença-t-il en s'asseyant en face d'elle, « vous avez mentionné que votre mère a besoin de médicaments. » Chloé se redressa, la posture qu'elle adoptait toujours lorsqu'elle parlait en leur nom. « Oui, monsieur, elle est très malade, mais elle continue de travailler. » « Et vous auriez pu acheter ces médicaments avec ma carte, » nota Antoine, non pas en accusation, mais comme une constatation. « Ce ne serait pas honnête, » intervint doucement Léa. « Maman dit toujours que faire ce qui est juste est plus important que de faire ce qui est facile. » Antoine s'adossa à sa chaise, étudiant les 2 filles devant lui. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la façon dont elles s'accrochaient à leur dignité, même avec des vêtements usés, et sur des chaises si grandes que leurs pieds touchaient à peine le sol. « Vous savez, » commença-t-il, sa voix changeant de ton, « beaucoup d'adultes auraient utilisé cette carte sans une seconde pensée. Certains l'auraient justifiée en disant que c'était pour une bonne cause. Mais ce ne serait toujours pas juste, » déclara fermement Chloé. « L'argent n'était pas à nous. »« Combien pensez-vous que ces médicaments coûtent » demanda Antoine, curieux. Léa se mordit la lèvre en réfléchissant. « La dame de la pharmacie a dit plus de 1 200 €, compléta Chloé. Maman a pleuré quand elle a entendu le prix. Antoine sentit un pincement au cœur. Pour lui, 1 200 € était négligeable. Pour cette famille, cela signifiait tout. « Et si je vous disais qu'en récompense pour avoir rendu ma carte, je peux acheter les médicaments dont votre maman a besoin ?» Les jumelles se regardèrent, une conversation silencieuse se déroulant entre elles. Léa parla enfin, sa voix tremblante. « Le feriez-vous vraiment ?»« Vraiment ?»« Bien sûr, » sourit Antoine. « En fait, je peux faire plus. Je peux aider votre maman à trouver un meilleur travail, m'assurer que vous ayez une maison décente ?»« Non, » interrompit Chloé, surprenant tout le monde, y compris sa sœur. « Désolé, monsieur, mais nous ne voulons pas de tout ça. » Antoine se pencha en avant, intrigué. « Vous ne voulez pas ?»« Juste les médicaments, » expliqua Chloé, sa voix ferme malgré ses yeux larmoyants. «
Maman nous a appris à ne pas demander plus que ce dont nous avons besoin. Et en ce moment, tout ce dont nous avons besoin, ce sont les médicaments. » Léa hocha la tête en accord, ajoutant doucement. Elle dit que gagner les choses par nous-mêmes est mieux que de simplement les recevoir. Antoine sentit quelque chose bouger en lui. Dans son monde d'affaires et de chiffres, il rencontrait rarement des principes aussi purs. Voici 2 enfants, vivant dans des conditions qu'il pouvait à peine imaginer, refusant une aide au-delà de ce qui était strictement nécessaire. Isabelle, qui regardait depuis le seuil de la porte, laissa échapper ce qui aurait pu être un sanglot étouffé. Antoine la remarqua en train de s'essuyer discrètement les yeux. « Très bien, dit-il enfin, la voix épaisse d'émotion. Nous le ferons à votre manière. Seulement les médicaments. » Chloé sourit, un sourire qui illumina son petit visage. « Merci, monsieur. Notre maman sera si heureuse. » Isabelle, appela Antoine son assistante, « S'il vous plaît, appelez la pharmacie centrale. Faites-leur préparer tous les médicaments dont la mère des filles a besoin. Et arrangez une voiture pour les emmener au lieu de travail de leur mère. Nous devons lui apporter ces médicaments aujourd'hui. » Alors qu'Isabelle partait pour exécuter les instructions, Antoine regarda les jumelles partager un regard de soulagement et de joie. En toutes ces années à conclure des marchés de plusieurs millions de dollars, il ne s'était jamais senti aussi ému par une simple demande. « Vous réalisez, dit-il doucement, que beaucoup de gens auraient demandé bien plus. »« Nous n'avons pas besoin de plus, » répondit simplement Léa. « Nous voulons juste que notre maman aille mieux. » Antoine sentit ses yeux le piquer. Dans son monde d'excès et d'ambition, ces 2 petites filles lui avaient donné une leçon sur la vraie valeur des choses. « Monsieur de Valois » appela Chloé, hésitante. « Oui. Avez-vous des enfants ?» La question le prit au dépourvu. « Non, » répondit-il après un moment. « Je n'ai pas de famille. »« Ça doit être triste, » dit Léa avec la brutale honnêteté des enfants. « Notre maman dit que la famille est le plus grand trésor du monde. » Antoine déglutit difficilement les souvenirs de sa propre solitude, menaçant de refaire surface. « Votre mère semble être une femme très sage. »« Elle l'est, » répondirent les jumelles à l'unisson, la fierté évidente dans leur voix. Tant et si bien qu'Antoine sentit son cœur se serrer à nouveau. Isabelle revint avec la nouvelle que les médicaments étaient en préparation et qu'une voiture attendait. Les filles se levèrent, redressant leurs vêtements usés avec dignité. « Merci pour le chocolat chaud, » dit timidement Léa, se référant à leur petit déjeuner au café. « Et pour les médicaments, » ajouta Chloé, « vous êtes une bonne personne. » Antoine les accompagna jusqu'à l'ascenseur, sentant quelque chose de fondamental changer dans son monde. Il regarda les 2 petites silhouettes monter dans la voiture, leurs têtes proches, partageant des secrets et des espoirs. « Isabelle, » dit-il, regardant toujours par la fenêtre alors que la voiture s'éloignait. « Oui, monsieur ? Annulez tous mes rendez-vous aujourd'hui et demain. Je veux que vous fassiez des recherches sur les programmes d'aide à la santé pour les familles à faible revenu. »« Oui, monsieur, » répondit-elle, un sourire audible dans sa voix. Antoine resta près de la fenêtre, longtemps après que la voiture ait disparu de sa vue. Dans son esprit résonnaient les mots simples des filles, leur modeste demande, leur intégrité inébranlable. Ce matin-là, il avait offert une récompense à 2 petites filles sans abri, mais maintenant, il réalisait que le vrai cadeau lui avait été fait, une leçon d'honnêteté, de simplicité et du vrai sens de la richesse. Antoine resta dans son bureau longtemps après le départ des jumelles. Dehors, la ville était baignée dans les tons dorés de la fin d'après-midi, mais il le remarqua à peine, perdu dans des souvenirs qu'il avait essayé de garder enfermés. Le cadre photo sur son bureau était face contre table, comme toujours. Avec des mains légèrement tremblantes, il le ramassa. Le sourire de Claire semblait encore si vivant sur la photographie que, pour un instant, son cœur manqua un battement. Elle était magnifique ce jour-là, portant sa robe préférée, ses cheveux blonds brillant sous le soleil d'été. Monsieur de Valois, la voix d'Isabelle le ramena à la réalité. « Voici les rapports médicaux que vous avez demandés. »« Laissez-les sur la table, » répondit-il, sans quitter la photo des yeux. « Et Isabelle,
Vous pouvez rentrer chez vous. Il est tard. » Son assistante s'arrêta sur le seuil. Après 15 ans à travailler pour Antoine, elle reconnaissait les signes. C'était toujours comme ça quand quelque chose lui rappelait Claire. « Êtes-vous sûr, monsieur ? Je peux rester un peu plus longtemps si… » « Ce n'est pas nécessaire, » l'interrompit-il doucement. « Merci. » De nouveau seul, Antoine ouvrit le tiroir du bas de son bureau. À l'intérieur, soigneusement conservé, se trouvait le dernier lot de dossiers médicaux de Claire. Ses mains tremblaient en feuilletant les pages, bien qu'il en connaisse chaque mot par cœur. « Symptômes non spécifiques », marmonna-t-il en lisant les notes du premier médecin. Fatigue attribuée au surmenage. Claire avait commencé à se sentir fatiguée au début du printemps. « C'est juste le stress, » disait-elle, en riant de ses inquiétudes. « Tu travailles trop, je travaille trop, c'est normal d'être fatigué. » Mais ensuite vint la douleur, petite au début, facilement masquée par des analgésiques courants. Claire continuait de sourire, de faire des projets. Elle organisait une exposition d'art caritative, son projet préféré de l'année. Monsieur de Valois, la voix du docteur Lemaire résonnait dans sa mémoire. Nous devons faire plus de tests. Les résultats arrivèrent un après-midi d'été. Antoine était en pleine réunion importante quand il reçut l'appel. Cancer, agressif, métastatique. Les mots se bousculaient dans son esprit comme un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. « Pourquoi n'avons-nous pas trouvé ça plus tôt ?» avait-il crié au médecin. « Comment avez-vous pu manquer les signes ?» Mais il était trop tard. Ce qui avait commencé comme un petit mal de dos s'était propagé silencieusement, comme un envahisseur nocturne, prenant possession du corps de Claire avant que quiconque ne puisse agir. Combien de temps avait-il demandé au médecin cet après-midi épouvantable ? Des mois, peut-être des semaines, fut la réponse brutale. Claire accueillit la nouvelle avec une sérénité qui le brisa encore plus. « Ce n'est la faute de personne, mon amour, » dit-elle en lui tenant la main. « Certaines batailles, nous ne sommes pas censés les gagner. » Antoine ferma les yeux, laissant enfin les larmes couler. La rencontre de ce matin avec les jumelles avait réveillé quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait essayé d'enterrer avec Claire, l'espoir. La pureté de leurs actions, la simplicité de leurs demandes, leur solide boussole morale, tout cela lui rappelait Claire. Sa femme avait toujours dit que les plus grandes leçons viennent des endroits les plus inattendus. Elle aurait adoré Léa et Chloé, aurait vu en elles la même lumière que lui. Claire réussissait toujours à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Les dernières semaines avec elle furent un tourbillon d'hôpitaux, de médecins et de soins palliatifs. Claire continua de sourire jusqu'à la fin, de planifier l'exposition caritative qu'elle ne vit jamais se concrétiser. « Promets-moi que tu continueras à vivre », avait-elle demandé sa dernière nuit. Pas seulement exister, Antoine, vraiment vivre. Il avait promis, bien sûr, il lui aurait tout promis à ce moment-là. Mais après son départ, il réalisa que vivre pour de vrai était beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il était plus facile de s'enfouir dans le travail, de construire des murs de réunion et de rapports, de prétendre que le monde au-delà de son bureau n'existait pas. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que 2 petites messagères du destin apparaissent avec sa carte perdue et une demande qui fit voler en éclats ses défenses. Antoine prit son téléphone, composant un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. « Docteur Lemaire, c'est Antoine de Valois. J'ai besoin d'une faveur. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. « Bien sûr, Antoine. Que puis-je faire pour vous ? Vous souvenez-vous de l'idée de Claire ? Le projet pour le diagnostic précoce dans les communautés à faible revenu ? » « Oui, bien sûr. C'était son rêve. Je veux le mettre en œuvre, à partir d'aujourd'hui. » Un autre silence, plus long, suivit. « Claire serait fière, » dit finalement le médecin, la voix épaisse d'émotion. Antoine regarda la photo de Claire, son sourire figé dans le temps. « Oui, elle le serait, » répondit-il doucement. « Et il est temps que je fasse quelque chose dont elle serait fière. » Le soleil s'était complètement couché, laissant la ville drapée de lumière artificielle.
Antoine resta dans son bureau, à planifier. Les jumelles lui avaient rendu bien plus qu'une carte de crédit ce matin-là. Elles lui avaient rendu sa raison d'être. Claire disait toujours qu'il n'y a pas de coïncidence, seulement des rencontres destinées. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que cette carte devait être perdue pour qu'il puisse retrouver son chemin. « Tu avais raison, mon amour », murmura-t-il à la photographie. Les plus grandes leçons viennent vraiment des endroits les plus inattendus. Sur son bureau, les plans pour le nouveau projet prenaient forme. Ce que Claire n'avait pas pu accomplir dans la vie, il le ferait en sa mémoire. Tout cela grâce à 2 petites filles qui, sans le savoir, avaient changé bien plus que leur propre vie. L'héritage de Claire vivrait dans chaque vie sauvée par un diagnostic précoce, dans chaque famille épargnée par l'épreuve qu'ils avaient endurée. Et peut-être, juste peut-être, à travers ce travail, ils commenceraient enfin à accomplir cette dernière promesse faite à elle. Vivre vraiment à nouveau. La voiture d'Antoine s'arrêta devant l'Armée du Salut, un vieil immeuble en briques qui avait connu des jours meilleurs. Léa et Chloé sortirent les premières, se tenant la main d'une manière qui lui serra le cœur. « C'est ici que vous vivez » demanda-t-il doucement, observant la façade délabrée. « Pour l'instant » répondit Chloé avec une dignité qui semblait bien trop grande pour ses 5 ans. Sœur Agnès dit que c'est temporaire. Antoine suivit les filles dans un couloir étroit. L'odeur de nourriture simple flottait dans l'air, mélangée à l'odeur de produits de nettoyage. Des dessins d'enfants ornaient les murs austères, ajoutant de la couleur à l'environnement. « Léa! Chloé !» appela une voix de femme. Une religieuse d'âge moyen s'approcha, son visage bienveillant marqué par l'inquiétude. « Nous vous cherchions depuis… » Elle s'interrompit brusquement à la vue d'Antoine, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant l'homme d'affaires. « Monsieur de Valois, qu'est-ce que… » « Il est venu voir maman, » expliqua Léa, sa petite voix pleine d'espoir. « Il a apporté des médicaments. » Sœur Agnès le regarda, puis les filles, confuses. Antoine s'avança, tendant la main. « Antoine de Valois, vos filles m'ont rendu un service inestimable aujourd'hui. » Alors qu'il expliquait brièvement l'histoire de la carte, une jeune femme apparut dans le couloir. Elle avait l'air pâle et visiblement épuisée, mais il y avait une grâce naturelle dans son allure que même la maladie ne pouvait cacher. « Maman !» Les jumelles coururent vers elle, lui serrant les jambes. « Sophie Dubois !» se présenta-t-elle, sa voix rauque. Antoine remarqua comment elle s'appuyait légèrement contre le mur pour se soutenir. « J'espère que mes filles n'ont pas causé de problème. » Antoine sentit une curieuse secousse dans sa poitrine. Le même nom de famille? Serait-ce possible? Il étudia plus attentivement le visage de la femme, cherchant des traits familiers. « Au contraire, » répondit-il, encore en train de traiter l'information. « Elles m'ont appris une leçon d'honnêteté que je n'oublierai pas de sitôt. » Sophie toussa, un son profond qui fit que les filles la serrèrent plus fort. Antoine vit comment elle essayait de cacher sa douleur, de rester forte sous leur regard attentif. « Nous devons parler, » dit-il doucement. « De votre santé, des médicaments, et peut-être de quelque chose de plus. » Sœur Agnès comprit rapidement la situation. « Les filles, pourquoi ne m'aideriez-vous pas à organiser les livres de la bibliothèque? Nous avons reçu de nouvelles histoires. » Chloé hésita, jetant un coup d'œil à sa mère, qui hocha la tête en signe d'encouragement. « Allez, mes amours, je dois parler avec monsieur de Valois. » Antoine regarda les jumelles partir, remarquant comment Léa se retournait plusieurs fois, comme si elle craignait que sa mère ne disparaisse. Sophie le conduisit dans une petite pièce servant de bureau. La lumière de l'après-midi filtrait à travers la simple fenêtre, illuminant des grains de poussière dansant dans l'air. « Monsieur de Valois » commença-t-elle, mais fut interrompue par une autre quinte de toux. « Appelez-moi Antoine, s'il vous plaît, » dit-il en tirant une chaise pour elle. « Sophie, votre nom de famille est vraiment Dubois ?» Elle hocha la tête, s'asseyant avec précaution. « Oui, pourquoi? Connaissiez-vous un Charles Dubois? Il serait mon oncle. Il a disparu il y a des années. Personne dans la famille n'a plus entendu parler de lui. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent légèrement. « Charles était mon père, » murmura-t-elle. « Il est décédé il y a 2 ans. »
Le silence qui suivit était lourd du poids de décennies d'histoires non racontées. Antoine s'assit également, traitant l'information. Les jumelles n'étaient pas seulement 2 filles sans abri qui lui avaient rendu sa carte. C'étaient ses cousines au 2e degré. « Il ne nous a jamais contactés, » dit finalement Antoine. « Mon père, votre oncle, a passé des années à essayer de le retrouver. »« Mon père avait ses démons, » dit Sophie doucement. « L'alcool, la honte. Il ne voulait pas que la famille le voie comme ça. » Une autre quinte de toux l'interrompit, plus forte cette fois. Antoine remarqua comment elle pressait sa main contre sa poitrine, luttant pour respirer. « Depuis quand êtes-vous malade ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Quelques semaines. Au début, je pensais que c'était juste un rhume. » Elle sourit tristement. « Mais ça s'aggrave. Les médicaments sont déjà pris en charge, » la coupa gentiment Antoine. « Ils sont en route, mais je veux que vous soyez examiné par mon médecin personnel. »« Monsieur ? » ?»« Antoine, je ne peux pas accepter. »« Vous pouvez et vous le ferez, » dit-il fermement. « Pas seulement à cause des liens familiaux que nous venons de découvrir, mais parce que vos filles m'ont appris quelque chose aujourd'hui que j'avais oublié, la valeur de la famille. » Sophie le regarda longuement, et Antoine vit des traces de l'oncle Charles, ces mêmes yeux expressifs, cette même mâchoire déterminée. « Elles sont spéciales, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, un doux sourire illuminant son visage fatigué. « Extraordinaire, » convint Antoine. « Et maintenant je comprends d'où elles tiennent leur force de caractère. » Les voix des jumelles leur parvinrent du couloir, mêlées à celles de sœur Agnès, lisant probablement une histoire. Sophie ferma brièvement les yeux, écoutant. « Vous savez, » murmura-t-elle, « chaque jour, je suis reconnaissante pour elles. Même dans les pires circonstances, elles n'ont jamais perdu leur gentillesse, leur honnêteté. Tout comme leur mère, » ajouta Antoine, « et comme leur grand-père. Malgré ces problèmes, les Valois ont toujours eu une force intérieure particulière. » Sophie le regarda, surprise, touchée. « Réglons votre situation maintenant, » poursuivit Antoine. « D'abord les médicaments et le médecin. Ensuite, quand vous irez mieux, nous parlerons de votre avenir. Et de celui des filles. »« Antoine, je ne peux pas... »« Vous devez, » l'interrompit-il à nouveau. « Ce n'est pas de la charité, Sophie. C'est la famille. Et nous avons déjà perdu trop de temps à cause de la distance et des secrets. » Juste à ce moment, Léa et Chloé revinrent en courant dans la pièce, l'excitation sur leur visage à propos d'une découverte dans la bibliothèque. Antoine remarqua comment Sophie se redressa immédiatement, cachant tout signe d'inconfort. « Monsieur de Valois » appela Chloé en brandissant un livre pour enfants. « Sœur Agnès a dit qu'on pouvait l'emporter pour le lire plus tard. Ça parle d'une famille d'oiseaux qui s'est perdue et qui s'est retrouvée. » Antoine sentit ses yeux brûler à la coïncidence. « C'est une bonne histoire ?»« La meilleure, » répondit Léa en se blottissant contre sa mère. « Parce qu'à la fin, tout le monde reste ensemble. » Sophie enroula ses bras autour de ses filles, et Antoine vit des larmes silencieuses rouler sur ses joues. Destin ou coïncidence, cette rencontre était en train de réécrire non seulement l'avenir de cette petite famille, mais aussi son propre chemin. « Oui, » dit-il doucement, observant la scène devant lui. « À la fin, tout le monde reste ensemble. » Le soleil de l'après-midi projetait des ombres dorées à travers la simple fenêtre, illuminant 4 personnes, qui, jusqu'à ce matin, étaient des étrangers. Maintenant, unis par une carte perdue et des liens familiaux oubliés depuis longtemps. Ils écrivaient un nouveau chapitre de leurs histoires, et Antoine savait, avec une certitude venant du plus profond de son âme, que ce n'était que le début. L'hôpital Saint-Louis ne ressemblait en rien aux cliniques publiques que Sophie avait l'habitude de fréquenter. Les couloirs étaient larges et calmes, l'odeur antiseptique subtile, presque imperceptible. Antoine marchait à ses côtés, tandis que Léa et Chloé suivaient eux de près, les yeux écarquillés, absorbant l'environnement luxueux. « Le docteur Dubois est l'un des meilleurs pneumologues du pays, » expliqua Antoine en les conduisant au cabinet du médecin. « Il a beaucoup d'expérience. » Sophie remarqua l'hésitation dans sa voix, comment il avait failli mentionner quelqu'un, mais s'était ravisé.
Les filles lui avaient parlé de la femme qu'il avait perdue, chuchotant des détails la nuit précédente à l'armée du salut. Le médecin les attendait dans son bureau, un homme d'âge moyen, aux yeux bienveillants derrière des lunettes à monture fine. Son expression s'adoucit à la vue des jumelles. « Alors, ce sont nos petites héroïnes », sourit-il en désignant 2 chaises colorées qu'il avait mises de côté pour elles. Antoine m'a tout raconté sur l'incident de la carte de crédit. Léa et Chloé s'assirent, se tenant toujours la main, tandis que le médecin commençait à examiner Sophie. Antoine observait chaque mouvement, chaque note, son expression tendue, révélant une inquiétude au-delà de leur lien familial nouvellement découvert. Pneumonie, diagnostiqua finalement le docteur Dubois. Assez avancée, mais traitable. Nous devons commencer le traitement immédiatement. Combien de temps devra-t-elle rester ? Demanda Antoine, attrapant déjà son téléphone. 2 semaines au moins, répondit le médecin, voyant Sophie pâlir à la mention de l'hospitalisation. C'est nécessaire, Madame Dubois. Votre état nécessite des soins intensifs. Mais les filles, commença Sophie en jetant un coup d'œil à ses filles. Elles iront bien, la coupa doucement Antoine. Isabelle a déjà tout arrangé. Comme si elle était convoquée par ces paroles, son assistante apparut à la porte, portant un dossier de documents. « La chambre est prête, monsieur de Valois, et j'ai réussi à joindre madame Gisèle. » Antoine hocha la tête, satisfait. Madame Gisèle était sa gouvernante, une dame qui travaillait pour la famille de Valois depuis des décennies. « Elle s'occupera des filles chez moi pendant que vous vous rétablissez, » expliqua-t-il à Sophie. « C'est la personne en qui j'ai le plus confiance après Isabelle. »« Antoine, je ne peux pas accepter, » commença Sophie, mais fut vaincue par une autre quinte de tout. « Nous en avons déjà discuté, » dit-il fermement. « Nous sommes une famille. » La famille s'occupe les uns des autres. Les jumelles observaient tranquillement, leurs yeux passant du visage inquiet de leur mère à celui, déterminé, d'Antoine. Léa parla enfin, sa petite voix, mais claire. « Maman dit toujours qu'il faut accepter l'aide quand on en a vraiment besoin. »« Et tu as besoin de guérir, » ajouta Chloé. Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux face à la simple sagesse de ses filles. Antoine saisit l'occasion pour continuer. « Et une fois que vous serez rétabli, j'ai une proposition. Ma société a besoin de quelqu'un pour coordonner nos nouveaux programmes sociaux. Quelqu'un qui comprend vraiment les besoins des gens, qui a de la compassion et une expérience de la vie réelle. »« Mais je ne suis pas qualifiée, » protesta faiblement Sophie. « Vous avez toutes les qualifications qui comptent, » répondit Antoine. « L'intégrité, la compassion, la force de caractère. Le reste peut s'apprendre. » Le docteur Dubois sourit en regardant l'échange. De toutes ces années à soigner la famille de Valois, c'était la première fois qu'il voyait Antoine aussi investi, aussi présent. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie fut admise et commença un traitement intensif. Les jumelles, après de nombreuses larmes et des promesses de visites quotidiennes, s'installèrent dans le manoir de Valois, où madame Gisèle les accueillit avec une affection maternelle et des histoires sur l'enfance d'Antoine. Antoine partageait son temps entre l'hôpital et le bureau, où un nouveau département était en préparation pour le programme social. Isabelle coordonnait tout avec son efficacité habituelle, arborant maintenant un sourire constant tout en organisant les dons de médicaments et d'équipements médicaux. Une semaine après son hospitalisation, Antoine trouva les jumelles dans le jardin du manoir, jouant avec un chat qu'elles avaient sauvé, avec la permission de madame Gisèle, bien sûr. « Comment allez-vous » demanda-t-il en s'asseyant sur un banc de jardin. « Maman nous manque » répondit honnêtement Léa. « Mais nous sommes heureuses qu'elle aille mieux, et madame Gisèle raconte de très bonnes histoires. Sur ton enfance, quand tu aimais aider les gens aussi, » ajouta Chloé. Antoine sentit une chaleur dans sa poitrine. C'était vrai. Avant de se perdre dans le monde des affaires, il avait été un enfant qui rêvait de faire une différence dans le monde. À un moment donné, surtout après avoir perdu Claire, ce rêve s'était perdu. « Vous savez, dit-il doucement, parfois, il faut perdre quelque chose pour trouver quelque chose d'encore plus important. » Les filles le regardèrent avec cette sagesse particulière que seuls les enfants semblent avoir. « Comme ta carte ?» demanda Léa.
exactement comme ma carte, sourit-il. Parfois, nous perdons des choses pour pouvoir retrouver notre famille. La semaine suivante, Sophie montrait des signes clairs de rétablissement. Son visage reprit des couleurs et la toux diminua de jour en jour. Antoine lui rendait visite quotidiennement, amenant les filles et surtout apportant de l'espoir. Lors d'une de ces visites, il arriva avec un dossier de documents. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophie en se redressant dans son lit d'hôpital. « Votre contrat » répondit-il en lui tendant les papiers. « En tant que directrice des programmes sociaux de la Fondation Valois, le salaire est compétitif, avec une couverture santé complète pour vous et les filles, et un fonds pour l'éducation. »« Antoine » commença-t-elle, mais il leva la main. Avant de dire non, lisez la mission de notre fondation. Sophie ouvrit le dossier, parcourant les premières lignes. C'était un projet ambitieux, fournir des soins médicaux dans les zones défavorisées en se concentrant sur le diagnostic précoce et les traitements abordables. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « C'était inspiré par 2 petites filles qui m'ont rendu bien plus qu'une carte de crédit, » sourit Antoine. « Elles m'ont rendu ma raison d'être. » Les jumelles, jouant dans un coin de la chambre, s'arrêtèrent pour regarder. Leurs yeux brillaient de fierté et de joie de voir leur mère sourire, un sourire authentique, plein d'espoir pour l'avenir. « Alors, acceptez-vous » demanda Antoine en lui tendant un stylo. Sophie regarda ses filles, l'homme que le destin avait mis sur leur chemin grâce à une carte perdue, la nouvelle vie qui s'ouvrait devant elle. « J'accepte » dit-elle en signant le contrat. Pas seulement le travail, mais la chance de faire une différence. Antoine sentit ses yeux brûler. Quelque part, Claire devait sourire. Elle disait toujours que le véritable but de la richesse était d'aider les autres. Maintenant, enfin, il comprenait. La rédemption n'était pas dans les millions de sa banque, mais dans les sourires de 2 petites filles qui lui avaient appris la vraie valeur de l'honnêteté. Ce n'était pas dans le pouvoir de sa position, mais dans l'opportunité de changer des vies. Et en regardant Sophie serrer ses filles dans ses bras, Antoine sut qu'il avait trouvé plus que sa famille perdue. Il avait retrouvé le chemin de la maison. La salle de conseil de Valois Enterprise était comble. Des cadres en costumes coûteux remplissaient les fauteuils en cuir, leurs expressions un mélange de curiosité et de scepticisme. À la tête de la table se tenait Antoine, les yeux fixés sur la présentation projetée au mur. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, la voix ferme et résolue. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour discuter de profits ou d'acquisitions. Nous sommes ici pour redéfinir la raison d'être de notre entreprise. » Un murmure se propagea dans la salle. Isabelle, assise à côté d'Antoine, sourit discrètement en prenant des notes. À côté d'elle, Sophie Dubois, complètement rétablie, ajustait quelques documents. Le programme de diagnostic précoce de Valois n'est pas juste un autre projet de responsabilité sociale d'entreprise, poursuivit Antoine. C'est une révolution dans notre approche de la santé publique. Les diapositives changèrent pour montrer des cartes de la ville parsemées de points rouges, indiquant les zones à faible revenu. Chaque point rouge représente une communauté sans accès adéquat aux dépistages médicaux. Chaque point est une famille qui pourrait perdre quelqu'un à cause d'un manque de diagnostic précoce. Les cadres se tortillèrent mal à l'aise sur leurs chaises. Des chiffres et des graphiques apparurent à l'écran. Nous investirons 30% de notre bénéfice annuel dans la construction d'unités de diagnostic mobile, des installations dotées d'une technologie de pointe qui iront à la rencontre de ces communautés. Monsieur de Valois, l'interrompit l'un des directeurs. Cela aura un impact significatif sur nos dividendes. Antoine sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Quand est-ce que l'un d'entre vous a dû choisir pour la dernière fois entre acheter des médicaments ou nourrir ses enfants? Le silence qui suivit fut assourdissant. « Il y a 2 semaines, » poursuivit Antoine, « j'ai rencontré 2 petites filles qui m'ont appris plus sur l'intégrité que 20 ans de réunions d'entreprise. Elles m'ont rendu ma carte de crédit alors qu'elles auraient pu l'utiliser pour les médicaments de leur mère malade. » Sophie baissa les yeux, submergée par l'émotion. Dans la pièce voisine, Léa et Chloé jouaient sous la surveillance de Madame Gisèle, inconscientes de l'impact de leurs actions.
À partir d'aujourd'hui, chaque décision dans cette entreprise sera guidée par un principe simple. Faire ce qui est juste, pas ce qui est facile. Les 2 heures suivantes furent consacrées à détailler le programme. Unité mobile équipée d'échographie, de radiographie et de tests de laboratoire de base. Partenariat avec des hôpitaux pour des traitements spécialisés. Formation d'agents de santé communautaire. Et qui supervisera tout cela ? Demanda un autre directeur. Sophie Dubois, répondit Antoine en désignant la femme à ses côtés. Personne n'est mieux placé pour comprendre les besoins réels de ces communautés que quelqu'un qui y a vécu. La réunion dura jusqu'au coucher du soleil. Quand le dernier cadre partit, Antoine resta dans la salle, regardant par la fenêtre. Sophie s'approcha tranquillement. « Ils résisteront », commenta-t-elle. « Laissez-les faire », répondit Antoine. « Certaines batailles doivent être menées. » Dans les semaines qui suivirent, le programme commença à prendre forme. La première unité mobile fut inaugurée devant le café même où tout avait commencé. La dame aux fleurs fut la première patiente, découvrant une maladie cardiaque qui, détectée à temps, ne deviendrait pas grave. Les jumelles se joignirent avec enthousiasme, les yeux brillants de fierté. Léa avait décidé qu'elle deviendrait médecin un jour. Chloé voulait gérer des hôpitaux, comme l'oncle Antoine. La transformation ne se limita pas aux programmes sociaux. Valois Enterprise commença à développer des médicaments génériques plus abordables. Des partenariats avec des universités assurèrent une recherche continue sur les traitements des maladies négligées. Monsieur de Valois, Isabelle entra dans son bureau un après-midi d'automne. Les chiffres du premier trimestre sont là. Antoine prit le rapport, un sourire se formant en le lisant. Les bénéfices avaient chuté, comme prévu, mais quelque chose de bien plus important avait augmenté. Le nombre de vies impactées. 5000 diagnostics précoces, murmura-t-il. 5000 familles qui ne passeront pas par ce que j'ai vécu. Dans le couloir, il entendit des rires d'enfants. Léa et Chloé venaient d'arriver de l'école, courant pour montrer leur dessin du jour. Antoine les regarda à travers la porte vitrée, se souvenant du jour où 2 petites filles, sales et affamées, lui avaient rendu bien plus qu'une carte de crédit. « Isabelle, appela-t-il, programmez une réunion avec l'équipe de développement. Je veux discuter de l'expansion du programme à d'autres villes. » « Déjà fait, sourit-elle. Sophie a suggéré de commencer par les zones les plus mal desservies. Antoine hocha la tête, satisfait. La transformation ne faisait que commencer. Sur son bureau, la photo de Claire était maintenant droite, son sourire semblant approuver chaque nouvelle étape. Les unités mobiles, peintes de couleurs vives, choisies par les jumelles, devinrent une vision courante dans les communautés. Les enfants faisaient des signes de la main à l'arrivée des hôpitaux roulants. Les mères n'avaient plus à choisir entre travailler ou emmener leurs enfants chez le médecin. Dans son nouveau bureau, Sophie coordonnait tout avec la même dignité qu'elle avait montrée dans ses jours les plus difficiles. Son expérience personnelle devint une politique efficace, aidant vraiment ceux qui en avaient besoin. Parfois, dit-elle à Antoine lors d'une réunion, il faut tout perdre pour trouver notre véritable but. Il acquiesça, pensant à comment une carte de crédit perdue avait déclenché une transformation bien plus grande que n'importe quelle transaction financière. Valois Enterprise n'était plus seulement une société pharmaceutique. C'était un symbole de changement, la preuve que les affaires pouvaient être rentables et humaines en même temps. Et tout a commencé avec 2 petites filles qui ont choisi de faire ce qui est juste quand personne ne regardait. Oncle Antoine, Léa passa la tête dans le bureau. Madame Gisèle a dit que c'est l'heure de tes médicaments. Antoine sourit. Depuis que les jumelles avaient emménagé, elle s'assurait qu'il ne manque jamais un repas, une pilule ou un moment de joie. « J'arrive tout de suite, ma chérie, » dit-il en mettant les rapports de côté. Les chiffres pouvaient attendre. La vraie transformation se produisait dans les petits choix quotidiens, dans l'amour qu'il avait trouvé quand il s'y attendait le moins. En marchant dans le couloir, tenant les mains de Léa et Chloé, Antoine réalisa que le plus grand changement n'était pas dans l'entreprise. Il était en lui-même. Il avait redécouvert son humanité à travers les yeux de 2 enfants qui n'avaient que de l'amour et de l'honnêteté à donner. Et cela, il le savait maintenant, valait plus que toutes les cartes de crédit du monde.
La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de l'hôpital Saint-Louis, créant des motifs dorés sur le sol poli. Sophie était assise sur le bord du lit, prenant de profondes respirations, sans douleur, sans toux, pour la première fois depuis des semaines. Le docteur Dubois examinait ses derniers tests avec un sourire satisfait. « Impressionnant », murmura-t-il en comparant les radiographies. « La pneumonie a complètement disparu. Vos poumons ressemblent à ceux de quelqu'un qui n'a jamais été malade. » Antoine, debout sur le seuil, sentit un poids s'enlever de ses épaules. Les dernières semaines avaient été intenses, traitements, médicaments, nuits blanches d'inquiétude. Mais voir l'éclat de santé de Sophie maintenant faisait que tout en valait la peine. « Quand puis-je rentrer à la maison ?» demanda Sophie, les yeux brillants d'anticipation. « Aujourd'hui » répondit le docteur Dubois. « Mais à une condition, vous devez continuer à vous ménager. Fini les journées de travail épuisantes. » « Ne vous inquiétez pas pour ça, intervint Antoine. Son nouveau travail a des horaires beaucoup plus raisonnables. » Sophie sourit, pensant à l'élégant bureau qui l'attendait à la Fondation Valois. De patiente dans le besoin à directrice des programmes sociaux, la vie avait bouclé la boucle. « Les filles ont-elles été prévenues ?» demanda-t-elle. « Pas encore, » répondit Antoine. « Je pensais que nous leur ferions la surprise. » Dans le couloir, les voix joyeuses de Léa et Chloé s'approchèrent, accompagnées de Madame Gisèle. Les jumelles étaient devenues des figures aimées à l'hôpital, charmant les infirmières et les médecins avec leur douceur et leur sagesse précoce. « Maman !» s'exclamèrent-elles à l'unisson, s'arrêtant net en la voyant en vêtements de ville au lieu de pyjama d'hôpital. Surprise, mes amours, Sophie ouvrit les bras. Je rentre à la maison. Les filles coururent vers elle, des larmes de joie roulant sur leurs joues. Antoine observa la scène, sentant quelque chose de chaud et de familier dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la perte de Claire. C'était un but, c'était la famille, c'était la guérison. Sur le chemin du retour, Antoine conduisit en silence, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur au trio à l'arrière. Les jumelles s'accrochaient à leur mère comme si elles craignaient qu'elle ne disparaisse si elle ne la tenait pas assez fort. « Tu sais, » dit doucement Sophie, « quand j'étais au plus mal, j'avais si peur de les laisser seuls. »« Mais maintenant, nous ne sommes plus seuls, » déclara Chloé avec confiance. « Nous avons une plus grande famille. » Antoine sentit ses yeux le piquer. « Famille », un mot qu'il avait évité depuis la mort de Claire, avait maintenant un nouveau sens. À la maison, le manoir de Valois, qui abritait maintenant véritablement non seulement Antoine, mais aussi Sophie et les jumelles, Madame Gisèle avait préparé une petite fête. Une table dans le jardin était dressée pour le thé, avec les biscuits préférés des filles et des fleurs fraîches. « Bienvenue à la maison », dit la gouvernante en serrant Sophie dans ses bras. Au fil des semaines, elles avaient noué une profonde amitié, unies par leur amour pour les jumelles. Alors que tout le monde s'installait pour le thé, Antoine observa les changements autour de lui. Les couloirs, autrefois froids et formels, résonnaient maintenant de rires d'enfants. Les jardins, autrefois purement décoratifs, comportaient une balançoire et un petit potager que les jumelles entretenaient avec amour. Plus que cela, il observa les changements en lui-même. L'homme qui ne vivait autrefois que pour le travail, cachant sa douleur derrière des rapports et des réunions, avait trouvé un nouveau but. « Antoine ?» La voix de Sophie le ramena à la réalité. « Tout va bien ?» Il sourit, un sourire authentique qui atteignit ses yeux. Jamais mieux. Cette nuit-là, après que les filles furent couchées, Antoine trouva Sophie dans la bibliothèque, regardant un vieil album photo qu'Isabelle avait découvert dans les archives de la famille. « Ce sont tes grands-parents, » expliqua-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Et voici ton père, Charles, quand il était enfant. » Sophie traça du doigt le visage souriant du jeune garçon sur la photo. « Il était heureux ici, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit doucement Antoine. « Et maintenant, toi et les filles pouvez être heureuses ici aussi. »« C'est étrange, » dit-elle en fermant l'album. « J'ai dû tomber si malade pour trouver un remède, pas seulement pour mon corps, mais pour notre famille. »
Antoine pensa à Claire, à la façon dont elle disait toujours que les plus grandes bénédictions viennent parfois déguisées en défis. Sans la maladie de Sophie, la carte perdue, l'honnêteté des jumelles, la vraie guérison, dit-il, nous est arrivée à tous. Le lendemain matin, Antoine se réveilla tôt. De la fenêtre de sa chambre, il vit Sophie et les jumelles dans le jardin, arrosant les fleurs qu'elles avaient plantées. Le soleil levant baignait la scène d'une lumière chaude et dorée, comme un tableau d'un monde plus doux. Dans son bureau, la photo de Claire partageait maintenant l'espace avec de nouvelles. Les jumelles le premier jour dans une nouvelle école. Sophie le premier jour en tant que directrice de la fondation. La famille réunie pour le dernier Noël. Il savait que la douleur de perdre Claire ne disparaîtrait jamais complètement. Mais maintenant, il y avait autre chose. Un but. De l'amour. La guérison. Monsieur de Valois, Isabelle entra avec l'ordre du jour. La première unité de diagnostic mobile est prête pour sa grande inauguration. Antoine sourit. Le projet, né de la douleur et de la perte, s'était transformé en espoir pour d'autres familles. « Vous savez, Isabelle, dit-il en se levant, Claire disait toujours que tout le monde a un but plus grand que soi. Et avez-vous trouvé le vôtre ?» Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, où Léa et Chloé couraient maintenant après les papillons, tandis que Sophie riait, en bonne santé et heureuse. « Non, répondit-il doucement. Il m'a trouvé. À travers une carte perdue et 2 petites messagères du destin. La guérison, Antoine le comprenait maintenant, n'était pas seulement l'absence de maladie. C'était la présence de l'amour, d'un but et d'une famille. C'était la transformation de la perte en gain, de la douleur en espoir, de la solitude en appartenance. Et en regardant sa famille, oui, sa famille, jouer dans la lumière du matin, Antoine sut qu'il était enfin vraiment guéri. L'auditorium de la Fondation Valois était bondé. Au premier rang, des familles de diverses communautés attendirent le début de la cérémonie. Sophie se tenait sur scène, son allure élégante et confiante, masquant toute trace du fait que, 6 mois plus tôt, elle avait elle-même bénéficié de l'aide du programme. « Bienvenue à tous », commença-t-elle, sa voix claire et forte. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement des chiffres, mais des vies transformées. » Au premier rang, Léa et Chloé regardèrent leur mère avec une fierté évidente. À côté d'elle, Antoine souriait, se remémorant le voyage qui les avait tous amenés là. La présentation commença avec des images des unités mobiles en action. 10 véhicules équipés d'une technologie de pointe, se déplaçant quotidiennement dans les quartiers défavorisés. Les statistiques remplirent l'écran. 3000 dépistages, 500 diagnostics précoces, 200 vies sauvées de maladies qui, si elles avaient été découvertes trop tard, auraient été fatales. Voici Pedro. Sophie désigna la photo d'un garçon souriant. Il a 8 ans. Sa toux persistante inquiétait sa mère. Notre unité mobile a découvert une malformation cardiaque à un stade précoce. Aujourd'hui, après traitement, il rêve de devenir footballeur. Les histoires continuèrent. Une femme qui découvrit un cancer du sein précoce, un père diagnostiqué avec un diabète avant des complications graves, des enfants qui n'auraient pas à grandir sans leurs parents, des parents qui verraient leurs enfants grandir. Antoine absorbait tout cela avec un mélange de fierté et d'émotion. Dans son esprit, le visage de Claire se mêlait à chaque histoire de succès. Chaque diagnostic précoce était une vie épargnée de la douleur qu'il avait connue. Mais notre plus grand succès, poursuivit Sophie, ne se trouve pas seulement dans les chiffres. C'est dans le changement de mentalité. Les gens qui craignaient autrefois les médecins comprennent maintenant l'importance de la prévention. Les communautés qui se sentaient oubliées ont maintenant accès à des soins de santé de qualité. Au fond de l'auditorium était assise la dame du kiosque à fleurs qui avait autrefois partagé du pain et des sourires avec les jumelles, tenant ses derniers résultats de test. Un problème cardiaque découvert à temps. « Vos petits anges m'ont sauvé », avait-elle dit à Antoine plus tôt en se référant à Léa et Chloé. Le programme Valois, continua Sophie, est né d'une histoire d'honnêteté et de compassion. 2 petites filles qui ont choisi de faire ce qui est juste quand personne ne regardait. Un homme qui a transformé son deuil en but,
et une communauté qui se rassemble pour prendre soin les uns des autres. L'écran montrait des images des agents de santé communautaires, formés par le programme, des gens des quartiers eux-mêmes, qui connaissaient chaque rue, chaque famille, chaque besoin. La prévention n'était plus un concept lointain, mais une réalité quotidienne. La semaine dernière, Antoine se leva pour parler. J'ai reçu une lettre que j'aimerais partager. Il sortit un morceau de papier de sa poche, les mains tremblant légèrement. « Cher monsieur de Valois, il y a 3 mois, votre unité mobile a visité mon quartier. Je ne voulais pas des dépistages. J'avais peur de ce qu'ils pourraient en trouver, peur de ne pas pouvoir payer le traitement. Mais mes filles ont insisté. Si ce n'est pas pour toi, fais-le pour nous. Ils ont trouvé une tumeur, petite, traitable. Aujourd'hui, je suis guéri. Mes filles ne grandiront pas sans mère. Merci d'avoir transformé notre peur en espoir. » L'auditorium tomba dans le silence. Chaque histoire comme celle-ci, poursuivit Antoine, la voix épaisse d'émotion, est une famille qui ne connaîtra pas une perte prématurée. Chaque diagnostic est une seconde chance. Chaque vie sauvée est une victoire, non seulement pour notre fondation, mais pour toute l'humanité. Sophie reprit la parole, annonçant l'expansion du programme. Plus d'unités mobiles seraient acquises, plus d'agents de santé communautaire formés, plus de partenariats avec des hôpitaux et des universités pour s'assurer que personne ne reste sans traitement par manque de ressources. L'écran se remplit d'images des communautés aidées, de visages souriants, d'étreintes reconnaissantes, de larmes de soulagement. Et dans chaque histoire, un écho de l'histoire qui a tout commencé. 2 petites filles rendant une carte de crédit perdue. Léa et Chloé, portant maintenant les uniformes de l'école privée qu'elles fréquentaient, n'avaient pas perdu leur essence. Chaque après-midi après les cours, elles visitaient les unités mobiles, distribuant des sourires et du courage à ceux qui attendaient pour les dépistages. L'impact réel, conclut Sophie, ne peut être mesuré seulement en chiffres. Il est dans le sourire d'un enfant parce qu'elle a encore sa mère. Il est dans la tranquillité d'esprit d'un père parce qu'il peut voir ses enfants grandir. Il est dans le fait de savoir que personne n'a besoin de choisir entre acheter des médicaments ou mettre de la nourriture sur la table. Après la cérémonie, alors que les gens s'avançaient pour partager leurs histoires, Antoine regarda sa famille. Sophie, forte et en bonne santé, tenait ses filles dans une étreinte aimante. Les jumelles, s'épanouissant dans un monde d'amour et de sécurité, n'avaient jamais perdu leur compassion pour les autres. « Monsieur de Valois, » appela une voix, un médecin d'une des unités mobiles. « Nous avons besoin de vous pour une décision importante. » Antoine sourit en le suivant. Son travail ne serait jamais terminé. Il y aurait toujours plus de vies à sauver, plus de familles à aider, plus d'histoires à transformer. Et tout a commencé avec une carte perdue et 2 petits cœurs remplis d'honnêteté. Le manoir de Valois s'était transformé. Autrefois un lieu froid et formel, il débordait maintenant de vie. Des dessins colorés étaient accrochés au mur du couloir, des livres pour enfants se mêlaient aux rapports d'entreprise, et le son des rires remplissait ce qui était autrefois des pièces silencieuses. Ce dimanche matin, Léa et Chloé étaient dans le jardin, aidant Madame Gisèle à cueillir des légumes du potager qu'elles avaient plantés ensemble. Même si elles portaient maintenant des uniformes d'école privée et avaient tout le confort que l'argent pouvait acheter, les jumelles gardèrent leur simplicité caractéristique qui remontait à leur première rencontre avec Antoine. « Regardez, Madame Gisèle !» s'exclama Chloé en brandissant une carotte particulièrement grosse. « On peut en apporter à la dame du kiosque à fleurs, n'est-ce pas ?» La gouvernante sourit, se rappelant comment cette dame avait autrefois partagé son pain avec les filles dans les jours difficiles. Même après des mois de meilleures conditions de vie, elle n'avait jamais oublié ceux qui les avaient aidées. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Madame Gisèle. « Et nous pouvons faire une soupe à emporter à l'armée du salut aussi. » Antoine regardait depuis la véranda, une tasse de café à la main. Sophie s'approcha silencieusement, s'arrêtant à côté de lui. « Elles n'ont pas changé, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Non, » sourit Antoine, « et j'espère qu'elles ne changeront jamais. » Les filles s'étaient bien adaptées à leur nouvelle vie, mais gardaient tous les pieds fermement sur terre.
Chaque samedi, elles accompagnaient Sophie à l'Armée du Salut, apportant non seulement des dons, mais aussi leur temps et leur attention. À l'école, elles incluaient les enfants boursiers, les défendant de tout préjugé. « Hier, commença Sophie en s'asseyant à côté d'Antoine, la maîtresse m'a appelé. Je pensais que quelque chose de grave s'était passé. » Antoine haussa un sourcil, curieux. Léa avait donné son déjeuner à une camarade de classe. Quand la maîtresse lui a demandé pourquoi, elle a juste dit « parce qu'elle en avait plus besoin que moi ». Antoine sentit les larmes lui piquer les yeux. C'était exactement ce qu'elles avaient fait avec sa carte de crédit, choisissant le besoin de quelqu'un d'autre plutôt que leur propre confort. Dans le jardin, les filles aidaient de maintenant Madame Gisèle à trier les légumes dans des paniers. Un pour la maison, un pour la dame du kiosque à fleurs, un pour l'Armée du Salut. Elles divisaient tout avec le même soin méticuleux qu'elles avaient pour toute chose. « Oncle Antoine !» appela Léa en courant vers la véranda avec quelque chose dans les mains. « Regarde ce qu'on a trouvé !» C'était un petit oiseau qui était tombé de son nid. Chloé suivit de près, tenant soigneusement le petit nid qu'elles avaient au découvert. « On peut s'en occuper ?» demandèrent-elles à l'unisson, les yeux brillants d'espoir. « Bien sûr !» répondit Antoine, les regardant immédiatement planifier les soins de l'oiseau. « Il faut lui faire un lit douillet !» décida Léa. « Et trouver de la nourriture spéciale !» ajouta Chloé. « Comme quand maman était malade et avait besoin de médicaments spéciaux. » Leurs mots firent qu'Antoine et Sophie échangèrent un regard ému. Les filles n'avaient jamais oublié les leçons que la vie leur avait enseignées. Cet après-midi-là, la famille se réunit dans la bibliothèque du manoir, un rituel sacré du dimanche. Antoine lisait des histoires, tandis que les jumelles se blottissaient à ses côtés. Sophie, assise à proximité, travaillait sur de nouveaux projets pour la fondation. « Oncle Antoine, » intervint Chloé pendant une pause, « Madame Gisèle nous a dit que tu aimais aussi aider les autres quand tu étais petit. » Antoine sourit, se souvenant de sa propre enfance. « Oui, mais à un moment donné, je me suis perdu. Vous m'avez aidé à retrouver ce garçon. »« Comment ?» demanda Léa, curieuse. « En me rappelant que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on donne. » Les filles réfléchirent à ces paroles, leurs expressions sérieuses montrant à quel point elles prenaient de telles leçons au sérieux. C'était l'une des choses les plus frappantes à leur sujet, la capacité de passer d'un plaisir enfantin à une sagesse qui semblait au-delà de leur âge. Ce soir-là, pendant le dîner, la famille fut interrompue par une visite inattendue. Isabelle arriva avec des nouvelles urgentes sur le programme de diagnostic précoce. « Désolée de déranger votre dimanche », commença-t-elle, mais Chloé la coupa. « Ce n'est pas un problème, Isabelle. Tu fais aussi partie de la famille. » L'assistante, habituellement composée, sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était vrai. Elle était progressivement devenue partie intégrante de cette famille inhabituelle. Pendant que les adultes discutaient des détails du programme, les jumelles s'affairaient à servir le thé, s'assurant que chacun ait sa tasse préférée. Un autre petit geste montrant comment elles remarquaient les détails qui faisaient que les gens se sentaient spéciaux. « Vous savez, » commenta plus tard Isabelle, en regardant les filles, « de toutes les années où j'ai travaillé avec Monsieur de Valois, je ne l'ai jamais vu aussi heureux. C'est parce que maintenant, il a une grande famille, » répondit simplement Léa. « Comme nous. » Plus tard dans la nuit, après que les filles furent de coucher, Antoine trouva Sophie dans le bureau, triant des photographies. C'étaient des clichés des derniers mois. Les jumelles, le premier jour d'école, la famille dans le parc, des moments quotidiens qui semblaient autrefois impossibles. « Elles ont un don, » dit doucement Sophie, pour faire croire les gens au miracle. Antoine prit une photo en particulier. Les jumelles endormies sur le canapé de la bibliothèque, des livres éparpillés autour d'elles. « Ce sont elles le miracle, » répondit-il. « Elles nous ont montré que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est choisir l'amour et la gratitude chaque jour. » Cette nuit-là, le manoir de Valois était paisible. Dans la chambre des filles, Léa et Chloé rêvaient de nouvelles façons d'aider les autres. Sur la véranda, l'oiseau sauvé se reposait dans son nid de fortune, protégé par le même amour qui avait transformé tant de vies.
La gratitude, Antoine le comprenait maintenant, n'était pas seulement un sentiment. C'était une force qui construisait des ponts, guérissait les blessures et créait des liens plus forts que le temps ou les circonstances. Et tout a commencé avec 2 petites filles qui, bien que n'ayant rien, avaient tout à donner. L'honnêteté, l'amour et une gratitude qui a tout transformé. Sophie organisait ses vieux dossiers au bureau de la Fondation Valois quand elle trouva quelque chose qui lui fit manquer un battement de cœur, un badge d'identification délavé de l'hôpital Saint-Louis, portant sa photo d'il y a 5 ans. Ses doigts tremblaient en touchant l'objet qu'elle avait gardé caché tout ce temps. À ce moment, Antoine entra, portant des dossiers. « Sophie, à propos de la nouvelle unité mobile. » Il s'arrêta en voyant son expression. « Est-ce que tout va bien ?» Elle leva lentement le badge. « Antoine, il y a quelque chose que je dois te dire. » Antoine s'approcha, prenant le badge. Ses yeux s'écarquillèrent à la date, 2019-2020. Service d'oncologie. « Toi ?» murmura-t-il, sa voix défaillant. « J'ai travaillé à Saint-Louis, » commença doucement Sophie, « dans le service où votre femme, Claire, a été admise. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine s'appuya sur le bureau, ses jambes soudainement faibles. « Je me souviens d'elle, » continua Sophie, la voix tremblante. Elle souriait toujours, même dans ses pires jours. Elle parlait de vous, des projets que vous aviez tous les deux. Antoine ferma les yeux, les souvenirs affluents. Claire dans son lit d'hôpital, faisant encore des projets, croyant encore en un avenir. Mais il y a plus, hésita Sophie. Des semaines avant le diagnostic final, j'ai remarqué certains symptômes. J'ai essayé d'alerter l'équipe médicale, j'ai insisté pour plus de tests. Ses mains tremblaient en ouvrant un tiroir et en sortant un vieux carnet. Je tenais un journal de tous mes patients, expliqua-t-elle. Claire montrait des signes subtils qui m'inquiétaient. En tant qu'infirmière débutante, je voyais des choses parfois négligées lors des visites rapides des médecins. Antoine prit le carnet avec des mains tremblantes. Dans l'écriture soignée de Sophie se trouvaient des observations détaillées sur Claire. Changement d'appétit, habitude de sommeil, petite douleur qu'elle essayait de cacher. « 15 mars, lut-il à voix haute. Patiente. Claire de Valois présente une douleur localisée persistante. Demande d'évaluation plus approfondie demandée. Demande en attente. Les larmes vinrent avant qu'il ne s'en rende compte. Tu as essayé, sa voix se brisa. Tu as essayé de la sauver. Je n'étais qu'une infirmière junior, répondit Sophie, ses propres yeux débordant de larmes. Mon opinion n'avait pas beaucoup de poids. Au moment où ils ont fait un examen complet, il était trop tard. Trop tard, acheva Antoine, s'effondrant sur une chaise. Comme s'il sentait le poids émotionnel dans l'air, Léa et Chloé apparurent à la porte du bureau. Voyant les larmes sur le visage d'Antoine, elles coururent vers lui. « Oncle Antoine, pourquoi pleures-tu » demanda Léa, sa petite main essuyant ses larmes. « Parfois, » répondit-il en les serrant dans ses bras, « nous pleurons quand nous découvrons que les anges sont réels. »« Comme tante Claire » demanda innocemment Chloé. Elles avaient vu des photos, entendu des histoires sur la femme qu'Antoine avait aimée et perdue. « Oui, » répondit-il. « Et comme votre maman, qui a essayé de protéger tante Claire quand personne d'autre ne voyait qu'elle avait besoin d'aide. » Sophie s'approcha, s'agenouillant près de la chaise. « Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Quand nous nous sommes reconnectés, tout s'est passé si vite. Ensuite, j'ai eu peur que le souvenir n'apporte plus de douleur. » Antoine secoua la tête, tenant toujours les jumelles. « Il n'y a rien à pardonner. Tu as fait plus que ton devoir. Tu as essayé de l'aider quand les autres ne le remarquaient pas. C'est pour ça que tu dis toujours qu'il faut faire attention aux autres ?» demanda Léa à sa mère. « Oui, mon amour, » répondit Sophie. « Parfois, les gens ont besoin d'aide, même s'ils ne savent pas comment demander. » Antoine regarda le carnet, le badge d'identification, et sa famille nouvellement trouvée, liée de manière inattendue par l'amour et la perte. Claire avait l'habitude de dire, dit-il doucement, qu'il n'y a pas de coïncidence, que chaque rencontre a un but. Alors,
quel était le but de notre rencontre ?» demanda Chloé, son innocence transperçant le cœur de chacun. « La guérison ?» répondit Antoine en la serrant plus fort. « Toi et ta sœur m'avez rendu ma carte. Mais votre maman a essayé de me rendre quelque chose de bien plus précieux, il y a des années. » Sophie prit le carnet, le feuilletant avec soin. « Après Claire, après son décès, j'ai quitté l'hôpital. Je ne supportais pas de me sentir si impuissante. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte de jumelles. Et maintenant, nous sommes tous ensemble, » s'exclama Léa, sa joie enfantine illuminant le moment solennel. Antoine regarda Sophie, la voyant sous un nouveau jour. La femme qui avait essayé de sauver Claire des années auparavant était maintenant là, faisant partie de sa vie d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. « Le programme de diagnostic précoce, dit-il doucement. Maintenant, je comprends pourquoi tu es si passionné par ça. »« Parce que je sais que chaque signe compte, » répondit Sophie. « Chaque symptôme, chaque instinct peut faire la différence entre la vie et la mort. » Bien qu'elles soient encore trop jeunes pour comprendre pleinement la gravité de la conversation, les jumelles en sentirent l'importance. Elles enroulèrent leurs bras autour d'Antoine et de leur mère, formant un cercle d'amour et de guérison. « Vous savez, » dit Antoine en essuyant ses dernières larmes, « Claire vous aurait adoré. Vous toutes. »« Elle nous regarde, » déclara Chloé avec la certitude inébranlable que seuls les enfants ont. « Tante Claire prend soin de nous tous depuis le ciel. » Antoine sourit à travers ses larmes. D'une manière ou d'une autre, la révélation apporta non seulement du chagrin, mais aussi un sentiment de plénitude, comme si un cercle invisible se refermait enfin. La lumière de l'après-midi se déversait doucement à travers les fenêtres, projetant des rayons dorés à travers le bureau. Dans cet espace, qui avait été témoin de tant de transformations, une nouvelle et profonde couche de sens fut ajoutée à leur histoire. La douleur de perdre Claire ne disparaîtrait jamais complètement, mais maintenant, il y avait autre chose. La certitude que même dans les moments les plus sombres, quelqu'un s'était battu en silence pour elle. Et parfois, le destin a des manières mystérieuses de réunir les personnes qui ont le plus besoin les unes des autres. « On rentre à la maison ?» suggéra Léa en prenant la main d'Antoine. Et « maison », le mot portait maintenant un sens encore plus profond. Ce n'était pas seulement là où il vivait, mais un lieu sacré, où le passé et le présent se rejoignaient, où la douleur se transformait en guérison, et où l'amour grandissait plus fort à chaque révélation. Antoine se leva, rangeant soigneusement le carnet et le badge d'identification. Ces objets, témoins silencieux d'une histoire remplie d'amour et de perte, étaient maintenant des symboles d'espoir et de nouveaux départs. Et alors qu'ils sortaient ensemble, il savait que Claire, d'une manière ou d'une autre, souriait. Son dernier souhait, qu'il retrouve le bonheur, avait été exaucé de la manière la plus inattendue. L'aube peignait le ciel de tons roses et dorés, alors que Léa et Chloé se réveillaient en ce matin spécial. C'était samedi, l'heure d'accompagner les unités de santé mobile de la Fondation Valois. Comme toujours, elles étaient prêtes avant même que Madame Gisèle ne vienne les chercher. Antoine était déjà dans la cuisine, sirotant son café, en examinant des documents. Il sourit en voyant les filles entrer, habillées proprement dans leurs blouses de laboratoire miniature, un cadeau du personnel de l'hôpital qui en était venu à les adorer. « Bonjour mes petites », les salua-t-il, répondant à leurs étreintes enthousiastes. « Oncle Antoine », commença Léa, la voix sérieuse. « Chloé et moi avons beaucoup réfléchi. »« Beaucoup », ajouta Chloé de cette manière parfaitement synchronisée que seules les jumelles peuvent avoir. Antoine mit ses papiers de côté, reconnaissant le ton solennel qu'elles utilisaient quand quelque chose d'important se préparait. Sophie, entrant dans la cuisine juste à ce moment-là, s'arrêta sur le seuil, sentant un moment spécial. « Nous voulons être médecins », déclarèrent-elles à l'unisson. Un silence ému suivit. Antoine et Sophie se regardèrent, tous deux luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Et pourquoi avez-vous décidé cela ?» demanda doucement Antoine, bien que son cœur connaisse déjà la réponse. Léa fit un pas en avant, adoptant cette posture qui ressemblait tant à celle de sa mère à l'époque où elle était infirmière.
Parce que les médecins sauvent des familles comme ils ont sauvé maman. Et parce que, enchaîna Chloé, nous ne voulons pas que d'autres personnes perdent quelqu'un comme tu as perdu tante Claire. Antoine sentit les larmes glisser sur son visage. Sophie s'approcha, serrant ses filles par derrière, des larmes brillant dans ses propres yeux. « Mais ce n'est pas tout », expliqua Chloé, toujours la plus analytique. « Nous avons observé les médecins des unités mobiles, comment ils écoutent les gens, comment ils expliquent les choses patiemment. Et comment ils font sourire les enfants, même quand ils ont peur, » termina Léa. Antoine se leva, s'agenouillant pour pouvoir regarder les filles dans les yeux. « Réalisez-vous combien vous devrez étudier ? À quel point ce sera difficile ?» Les jumelles hochèrent la tête avec un sérieux trop grand pour leur petit visage. « Comme quand nous avons rendu ta carte, » expliqua Léa. « Faire ce qui est juste est parfois difficile, mais c'est ce qui compte le plus. Et nous étudierons très dur, promit Chloé. Nous avons déjà commencé à le prouver. » Elles coururent vers leur sac à dos, revenant avec un livre d'anatomie pour enfants qu'elles avaient demandé à la bibliothèque de l'école. Antoine prit le livre, feuilletant des pages marquées d'onglets colorés et de notes soignées dans l'écriture des filles. Son cœur débordait de fierté et d'amour. « Alors, dit-il, la voix épaisse d'émotion, il est temps de faire une promesse solennelle. » Les filles écarquillèrent les yeux. Les promesses solennelles étaient sacrées dans la famille de Valois. « Moi, Antoine de Valois, commença-t-il formellement, je jure solennellement de soutenir Léa et Chloé dans leur rêve de devenir médecins. Non pas parce que je le peux ou parce que j'ai les ressources, mais parce que vous le méritez, parce que vous avez le cœur à la bonne place et la détermination de réussir. Et moi, Sophie Dubois, ajouta-t-elle en s'agenouillant à côté d'Antoine, je promets solennellement de vous guider sur ce chemin, en partageant tout ce que j'ai appris en tant qu'infirmière et en vous soutenant à chaque étape. » Les jumelles rayonnaient à travers des larmes de bonheur. « Mais, continua Antoine en se relevant, chaque promesse solennelle mérite une célébration spéciale. » Il quitta la cuisine, revenant quelques instants plus tard avec 2 paquets soigneusement emballés. « Je gardais ça pour Noël, mais aujourd'hui semble être le moment parfait. » Avec des mains tremblantes, Léa et Chloé ouvrirent les paquets, révélant 2 stéthoscopes pédiatriques, un rose et un bleu, et 2 petites trousses médicales de haute qualité. « Pour vous lancer sur la bonne voie, » expliqua Antoine. Les filles suspendirent les stéthoscopes autour de leur cou avec révérence, les yeux brillants de rêves d'avenir. « Puis-je écouter ton cœur, oncle Antoine ?» demanda timidement Léa. Il s'assit, les laissant à tour de rôle placer le stéthoscope sur sa poitrine. « Il est fort !» prononça Chloé avec un faux professionnalisme. « Bien sûr, sourit Antoine. Vous l'avez réparé. »« Nous » demandèrent les filles, surprises. « Oui, dit-il en les serrant dans ses bras. Quand vous avez rendu ma carte, quand vous avez ramené l'honnêteté et l'amour dans ma vie, vous avez guéri un cœur que je pensais brisé pour toujours. » Sophie rejoignit l'étreinte familiale, son cœur débordant de gratitude et d'amour. De son point de vue, elle pouvait voir la photo de Claire sur le mur de la cuisine, le doux sourire semblant bénir ce moment. La journée se déroula normalement, si tant est que l'on puisse appeler normal quoi que ce soit dans une maison qui avait tant changé. Les filles accompagnèrent de l'unité mobile, portant fièrement leur stéthoscope, racontant des histoires aux enfants qui attendaient et prêtant une attention particulière à chaque procédure. Ce soir-là, alors que la famille se rassemblait dans la bibliothèque du manoir, Antoine les observait. Léa et Chloé étaient penchées sur leurs livres d'anatomie, utilisant occasionnellement les stéthoscopes l'une sur l'autre, prenant des notes dans leurs petits carnets. Sophie, en bonne santé et radieuse, les aidait à prononcer des termes médicaux difficiles. Sur le mur, des photographies racontaient une histoire de transformation. Claire souriant dans son jardin préféré, les jumelles le jour où elles ont rendu la carte, Sophie le jour où elle a pris ses fonctions de directrice de la fondation, toute la famille au dernier Noël. Antoine sortit son téléphone et prit discrètement une photo du moment, une autre scène à accrocher au mur.
Pas seulement une image, mais un témoignage de la façon dont l'honnêteté de deux petites filles avait changé tant de vies. « Oncle Antoine, » demanda doucement Léa, « penses-tu que nous serons de bons médecins ?» Il se rapprocha, embrassant le sommet de sa tête. « Vous l'êtes déjà, mon amour. Vous comprenez que la médecine ne consiste pas seulement à guérir les corps, il s'agit de guérir les cœurs. »« Comme nous avons guéri le tien ?» demanda Chloé, ses grands yeux débordant de sagesse. « Exactement comme ça, » confirma-t-il. « Avec de l'amour, de l'honnêteté et cette magie spéciale que vous seul possédez. » Dehors, dans le jardin, les derniers rayons de soleil peignaient le ciel en rose et or, tout comme ce matin-là. Mais maintenant, il y avait une différence. L'air portait la promesse non seulement de rêves réalisés, mais la certitude que le véritable amour, une fois trouvé, pouvait guérir toutes les blessures. Et alors que le crépuscule s'installait doucement sur le manoir de Valois, Antoine sut qu'il avait trouvé non seulement une famille, mais la rédemption à travers la pureté de deux petits cœurs qui avaient choisi de faire ce qui est juste, même quand personne ne regardait. Dans la simplicité de leur honnêteté, Léa et Chloé avaient rendu bien plus qu'une carte de crédit. Elles avaient restauré la foi en la bonté humaine, construit des ponts entre le passé et l'avenir, et prouvé que parfois, les plus grands miracles viennent des plus petits gestes. Et maintenant, les mêmes petites mains qui avaient autrefois serré une carte perdue tiendraient un jour des instruments pour sauver des vies. Leur cœur, qui avait choisi l'honnêteté plutôt que leurs propres besoins, battait maintenant au rythme du rêve de guérir d'autres cœurs. Leur fin heureuse n'était pas seulement la leur, elle appartenait à tous ceux que leur vie avait touché et continuerait de toucher. C'était la preuve vivante que choisir ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand personne ne voit, est le véritable chemin vers le bonheur.